Et bonjour à tous et toutes. Bienvenue à ce webinaire Les Midi d'UR, le premier de l'année 2026, qui est consacré à un moment incontournable de la vie de toute entreprise. C'est l'organisation réussie, on croise les doigts, d'une assemblée générale qui se veut vivante, engageante. Si vous êtes connectés aujourd'hui avec nous, déjà, on est ravis de vous accueillir sur cette session de 1h30, mais je tenais à commencer sur le conseil de nos intervenants, à vous partager un lien dans la conversation sur lequel vous pouvez aller cliquer tout de suite. C'est le Mentimeter. Ça vous permettra de répondre à une question rapide qui vous fera un nuage de mots qu'on utilisera vers la fin de cette visio. Si vous n'êtes pas euh, en, en live aujourd'hui connecté avec nous pour ce temps d'introduction. Cette capsule, sachez qu'elle a été pensée pour vous donner des pistes de réflexion, mais aussi pour préparer un éventuel rendez-vous sur le sujet avec votre délégué référent. N'hésitez pas à la visionner ou à la partager en interne avec les personnes concernées. Aujourd'hui, donc, on parle à l'Assemblée générale. On invite deux collègues de l'Union régionale, Lélia Djerida-Gillet et Sacha Guiraud, qui ont compilé quelques bonnes pratiques dont on espère vous pourrez tirer quelques inspirations. Et à la fin du webinaire, une fois l'enregistrement du replay terminé, on ouvrira un temps d'échange pour que vous puissiez partager vos pratiques, celles qui sont déjà en place, celles que vous remettez en question. Et puis, si vous avez des questions à poser à la salle, pas uniquement aux intervenants, ça sera également le moment pour le faire, pour partager entre coopératives, même si vous êtes à des dizaines, des centaines de kilomètres les uns des autres. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction. J'espère que vous avez déjà commencé à répondre au Mentimeter dans la conversation. Vous trouvez le lien. Je vous remercie à tous les deux, Sacha et Lélia, pour ce passage de connaissances. Et je vous laisse le micro. Très bonne session à tous et toutes. Alors, je crois que Lélia a un petit souci pour réactiver son micro. Est-ce que tu peux lui réactiver, s'il te plaît, Nicolas? Je pense que Désolé pour ce petit... non, j'ai pas ce pouvoir-là. Il n'y a que D'accord. Lélia qui peut activer son micro. Eh bien, elle va devoir quitter le diapo, mais on va y revenir. Désolé pour ce petit Hop, c'est bon, bug. normalement vous m'entendez. C'est bon, Eh bien écoutez, on bonjour t'entend à bien. toutes et bonjour à tous. Donc moi je suis Lélia, collègue de Sacha et de Nicolas. De mon côté, je fais partie du pôle suivi, donc c'est-à-dire que j'accompagne des scopes et des SIC dans la phase post-création, sur toute la durée de vie des coopératives, avec plutôt une spécialisation sur le volet économique et financier, mais ce qui ne m'empêche pas de participer à pas mal d'AG et du coup de voir les écueils et les bonnes pratiques que j'ai pu identifier. Ça fait maintenant bientôt 6 ans que je suis salariée à l'URSSCOP et j'accompagne à peu près 50 coopératives sur le Rhône et sur l'Ain. Voilà, et je laisse maintenant la main à Sacha pour sa présentation. Merci Lélia, ben, moi Sacha, Guillereau. Ben, effectivement, moi je vous parle aussi en tant qu'observateur de la vie coopérative. Ça fait 5 ans que je travaille dans le mouvement coopératif où j'accompagne, comme Lélia, une cinquantaine de SCOP et de SIC. Je suis basé à Valence et donc j'interviens sur les territoires drômois et ardéchois. J'ai toujours la main sur le slide, c'est parfait. Euh, je voulais faire un petit mot d'introduction du coup sur le pourquoi. Pourquoi nous, avec Nicolas, on a pensé que c'était un sujet intéressant et a priori, au vu de la mobilisation, ça a l'air d'être un sujet qui vous parle. C'est vrai que c'est les scopes et les SIC, dans nos échanges, les échanges qu'on peut avoir, nous délégués avec les coopératives, on se rend bien compte qu'elles se questionnent régulièrement bah, voilà, sur l'animation des réunions d'associés. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur une réunion d'associés un peu particulière, hein. C'est celle qui a lieu au moins une fois par an. C'est l'Assemblée générale ordinaire, annuelle, si on prend les termes juridiques. Et donc, nous, on identifie en tant que délégué cette tension qu'il peut y avoir entre en fait un formalisme qui est lié à un cadre légal et statutaire et la volonté de s'approprier petit à petit l'animation de ce temps-là. Et c'est peut-être là où on touche à la spécificité hein, des coopératives, des SCOP et des SIC, qui fait que bah,
pas des entreprises tout à fait comme les autres, c'est qu'elles ont a priori, la plupart du temps, cette volonté, cette ambition de faire les choses autrement, et notamment de partager de l'information autrement, de décider autrement, de réguler potentiellement des fois des tensions autrement. Et donc, peut-être le fil rouge de cette capsule et notre intention aujourd'hui, c'est de vous proposer un angle de vue qui est forcément un peu biaisé, c'est celui d'observateur de la vie coopérative, de deux conseillers de l'URSSCOP. Et peut-être ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que chaque AG, de toute façon, est différente et c'est le reflet de la culture d'une organisation, de son secteur d'activité, de sa taille, de sa forme juridique. Et donc, on aura des difficultés aujourd'hui à vous présenter une recette toute faite, duplicable à l'ensemble des coopératives. Mais l'idée, c'est voilà, de vous permettre de prendre de la hauteur sur l'organisation, l'animation de ce temps et de vous partager ce que nous, on a identifié comme des bonnes pratiques, les écueils éventuellement qu'on a identifiés au contact des scopes et des SIC. Je vous fais un petit point d'ensemble sur le déroulé. Donc, on va parler dans un premier temps des enjeux de conformité légale et statutaire. On passera assez rapidement sur ce volet-là. Puis, on viendra explorer sur les points 2, 3, 4 avec un format qui sera le même pour ces 3 points, les écueils qu'on a pu identifier et les bonnes pratiques, à la fois sur l'accessibilité de l'information, la participation des associés, comment on la favorise, et puis une idée un peu générale de se dire qu'on a l'ambition, en tout cas, a priori, les scopes, les SIC ont cette ambition de passer d'un temps statutaire, légal, à un vrai moment de vie coopérative. Voilà un peu notre programme, notre menu du jour pour ce midi de l'UR. Eh bien, je vais rentrer dans le vif du sujet en disant peut-être que déjà une assemblée générale réussie, euh, c'est avant tout une AG qui est conforme à un cadre légal et statutaire. Et pour parler de ce sujet, je vous propose de regarder ce millefeuille réglementaire qui s'applique à vos coopératives, qu'elles soient SCOP ou SIC. C'est vrai qu'une SCOP et une SIC, c'est une entreprise commerciale qui se doit de se conformer à un certain nombre de droits qui s'appliquent à l'ensemble des entreprises. On a le droit des sociétés, le droit du travail, le droit fiscal. Une entreprise coopérative paye des impôts, le droit des contrats qui gère sa relation avec les tiers. Et donc, par exemple, si je devais faire une comparaison volontairement un peu provocatrice, une SCOP à forme SA ou une SIC à forme SA partage un certain nombre de points communs avec, par exemple, une entreprise comme Total. C'est-à-dire que comme Total, une entreprise coopérative sous forme SA est composée d'un conseil d'administration, nomme une présidence et une direction générale. Donc, en tout cas, c'est pour illustrer finalement ce millefeuille de réglementaire qui impose un certain nombre de choses à une entreprise coopérative. Après, si on remonte à une échelle supérieure, en fait, sur ce droit commun, on est venu y ajouter un certain nombre de modules coopératifs. Et donc, on a la loi sur les sociétés à capital variable qui vient régir un certain nombre de choses qui facilitent l'entrée et la sortie des associés, ce qui va avoir un impact sur la manière dont on organise une assemblée générale. On a la loi de 1947 aussi qui s'applique à l'ensemble des coopératives et qui vient ajouter un certain nombre de dispositions, et notamment le fait que dans une assemblée générale, c'est une personne égale une voix, et non pas 1 euro est égal à une voix. Et puis derrière, selon que vous êtes une SCOP, une SIC ou une SCOP ou une SIC à forme CAE, il va y avoir un certain nombre de dispositions qui sont liées à ces lois-là. Par exemple, la loi sur les scopes définit le profil des associés, notamment des associés salariés majoritaires. La loi sur les SIC va nous indiquer des informations sur la composition du sociétariat, avec des salariés, des bénéficiaires, une autre catégorie d'associés qui est aussi présente. Et puis, la loi de 2014 nous indique aussi que dans une assemblée générale, on va avoir des entrepreneurs salariés qui sont présents. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas le but, mais c'est pour venir vous présenter ce millefeuille
législatifs et qui s'appliquent à nos scopes et à nos SIC. Et donc, in fine, les statuts viennent aussi définir un certain nombre de dispositions, notamment en termes de majorité applicable aux décisions et en termes de quorum. Donc, pour traduire tout ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour nos scopes et pour nos SIC, il y a un certain nombre de contraintes à respecter pour qu'une assemblée générale soit considérée comme valide. Notamment un calendrier qui est contraint. Donc, on va avoir des délais à respecter, notamment sur cette assemblée générale annuelle. Elle doit avoir lieu dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes. On va avoir aussi des délais de convocation, 15 jours minimum avant l'Assemblée générale, des formalités aussi auprès du greffe qui sont à faire un mois après l'Assemblée générale. Voilà. Après, hein, dans une Assemblée générale, on a aussi un certain nombre de documents qui vont être obligatoires à fournir, à rédiger et à fournir aux associés. Donc, on va avoir assez classiquement les comptes annuels et un certain nombre de rapports, le rapport de gestion, de la gérance, du conseil d'administration. S'il y a un commissaire aux comptes, il va aussi éditer son rapport et il faudra le communiquer aux associés. Il y a le rapport de révision également qui est à communiquer. Voilà, il y a un certain nombre de contraintes aussi en termes de documentation. Et puis, un certain nombre de modalités de vote à respecter avec un ordre du jour qui est communiqué, un quorum éventuellement qui est à respecter, et puis un certain nombre voilà, et puis des règles de majorité, pardon, à respecter selon la nature des décisions. Et peut-être pour en finir sur cette partie-là, avant de passer la main à Lélia, c'est de dire aussi que, par exemple, sur l'ordre du jour, moi j'ai déjà entendu en assemblée générale des animateurs de ces AG nous dire ah non, mais ça, c'est le charabia que nous fournit l'Union régionale des SCOP. Avec voilà, des textes des textes de résolution à mettre au vote, parfois très complexes, hein, je l'entends, avec des références à des articles de loi. Je viens déconstruire un mythe, hein, c'est pas nous qui nous amusons à rendre les choses complexes, mais c'est le cadre légal et juridique qui est complexe et auquel il faut se conformer à minima. Voilà. Et donc, voilà, pour terminer là-dessus, l'idée c'est de se dire que on a un cadre légal qui est contraint, qui est non négociable, mais pour autant, on a un certain nombre de latitudes hein, pour dépasser ce formalisme et aller peut-être un peu plus loin qu'une AG très classique. Et je te passe la main, Lélia. Merci Sacha pour ce premier tour d'horizon, on va dire, d'un point de vue juridique. Je précise aussi en complément, il y a eu un midi de l'UR qui s'est déroulé au mois de décembre, organisé par notre collègue Guillaume Berry, qui était focalisé sur la clôture des comptes et qui était, on va dire, sur un axe aussi assez cadre juridique, cadre réglementaire, quelles sont les obligations. Donc n'hésitez pas en complément du temps d'aujourd'hui qui est peut-être un peu plus, justement qui vient présenter aussi les latitudes qu'on peut avoir sur l'assemblée générale, n'hésitez pas à avoir cette première étape si vous ne l'avez pas eue sur, comment s'assurer qu'on a une clôture qui est bien, conforme avant d'envisager d'organiser une assemblée générale. Donc là, l'idée, c'est qu'on a eu cette première étape sur l'assemblée générale, on valide le cadre juridique, le cadre statutaire, donc référez-vous bien à vos statuts qui précisent quand même beaucoup de choses. On a souvent pas mal de réponses là-dedans. Et une fois que cet axe est validé, l'idée c'est d'aller plus loin, de faire de ces moments-là, des assemblées générales, un moment fort, un moment impliquant, un moment vivant et engageant. Une première étape qui nous semblait importante ici, c'était de rendre l'information accessible aux associés. C'est ici très important parce que ça fait écho à des principes coopératifs qui exposent le fait qu'il doit y avoir un- un droit d'information et de formation des associés. On va y revenir un petit peu plus, mais voilà, ça fait vraiment écho à des principes coopératifs qu'on peut retrouver notamment dans le rapport de révision. Si on détaille un petit peu plus sur cet axe, Sacha l'a évoqué, on essaye d'avoir, cette présentation avec, d'un côté des écueils qu'on a pu identifier, qui ne sont pas exhaustifs bien sûr, et puis de l'autre, des bonnes pratiques qu'on a pu noter et qu'on vous partage.
Sur cette partie-là, sur le fait de rendre accessible l'information, ce qu'on a pu notamment identifier comme, écueil au cours des nombreuses assemblées générales auxquelles on a pu participer, c'est notamment le fait de donner trop d'informations et surtout, en tout cas, de ne pas donner de sens. On a parfois comme ça des assemblées générales, où notamment, par exemple, le rapport de gestion ou le rapport d'activité va être lu, mot à mot, des chiffres qui vont être présentés au centime près. Dans l'absolu, pourquoi pas? Mais ce qui va être intéressant ici, c'est d'expliquer des évolutions. Si on évoque une baisse de chiffre d'affaires, on a besoin d'avoir une mise en contexte, expliquer ce qui a pu se passer dans l'année, pour expliciter cette, voilà, cette baisse de chiffre d'affaires. Donc c'est l'idée ici, on a parfois il peut y avoir ce travers de vouloir transmettre toute l'information qui existe, mais sans lui donner, voilà, sans lui donner du sens, sans lui donner un petit peu de profondeur et de mise en perspective. Hem, on peut aussi retrouver parfois, une présentation d'experts pour des non-experts. Dans l'absolu, c'est pas grave. Le travers, c'est plutôt si on a un langage un petit peu, jargonneux, très technique. Notamment, ce qu'on va retrouver là-dessus, c'est sur la présentation, des comptes, sans vouloir, cibler nos amis experts comptables. Hem S'ils font pas un effort de pédagogie sur cette présentation des comptes, on a vraiment une asymétrie d'informations et de compétences, c'est nécessairement le cas, entre une personne qui est potentiellement, voilà, expert comptable ou peut-être directeur financier de sa coopérative, qui va présenter à des associés qui, eux, ne sont pas experts du sujet. Si on ne fait pas un effort de mise à niveau, on ne se comprend pas. On ne se comprend pas et l'information, du coup, n'est pas correctement perçue par les participants. Enfin, un travers qu'on peut aussi observer, à l'inverse finalement de donner trop d'informations ou une information trop technique, c'est finalement de ne pas donner d'informations. Heu, on peut avoir comme ça, des AG où finalement, on va avoir transmis les documents au préalable et il y aura pas eu nécessairement d'espace d'échange ou de questions sur les comptes, sur ce qui s'est passé l'exercice précédent et durant l'AG, on rentre directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on passe au vote des résolutions mais sans avoir, voilà, sans avoir cet aspect de bilan et de, voilà, de perspective de l'année passée. Ça, c'est côté, côté écueil. Si on regarde finalement, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Toujours, pas exhaustif. Déjà juridiquement parlant, Sacha évoquait les documents à produire. Ces documents doivent être produits et en plus mis à disposition des associés. Il y a pas mal de documents qu'on peut se contenter de tenir disponibles au siège de la coopérative. On respecte dans ce cas-là le cadre légal, mais disons qu'en termes de transmission d'informations, ça va pas être le top de la performance. Donc l'idée ici, c'est quand même de s'assurer qu'il y ait bien une transmission des éléments, notamment financiers et économiques, et s'assurer de la bonne appropriation de ces éléments par les associés. Donc ici, ça peut être d'ouvrir des espaces d'échange qui soient physiques ou virtuels. Je ne sais pas, une boîte à questions physique ou en ligne pour s'assurer que s'il y a des questions sur les comptes, elles puissent être posées en amont de l'AG et éventuellement soit traitées en amont, soit traitées le jour J, mais en tout cas s'assurer qu'il y ait bien un espace pour échanger et qu'on ne se contente pas de dire les comptes sont tenus à disposition au siège, venez les consulter si vous souhaitez, et le jour de l'AG, on passe au vote. Hem, sur le côté finalement un petit peu trop, technique de la présentation des comptes, ici, ce qui peut être fait éventuellement, c'est, dans le cadre de la préparation, de la présentation des comptes, c'est de se dire: «Ben, on va faire travailler ensemble un expert», par exemple l'expert comptable, avec un non-expert qui va pouvoir, finalement, jouer un rôle de, naïf en quelque sorte, en tout cas potentiellement jouer son propre rôle de personne qui n'est pas, dans l'expertise sur les chiffres, qui va pouvoir poser des questions et ce qui va pouvoir assurer finalement d'intégrer davantage de pédagogie, de faire évoluer le vocabulaire et de s'assurer que finalement le jour J, pendant l'AG, la présentation sera, compréhensible par tous. On peut éventuellement aller un cran plus loin là-dessus en assurant une présentation le jour J par un non-expert qui aura bien sûr été assisté au préalable
par un expert des chiffres, mais voilà, on peut aller jusque-là, comme ça on sait que la personne, dans la préparation, elle est forcée de comprendre quand même ce qu'elle va présenter le jour J, et du coup que ça va bien être perceptible par tous. Deux autres points là-dessus, ça peut être l'idée d'utiliser des repères simples, hein, pour bien transmettre les informations sur les chiffres qui vraiment souvent font peur en assemblée générale à beaucoup. Des personnes qui vont du coup se brider. Euh, Exemple, l'idée que le compte de résultat, c'est un film de l'année écoulée, que le bilan, c'est une photographie à un instant T. Donc ça, c'est vraiment des exemples parmi d'autres, mais ça peut permettre de mieux appréhender ces éléments et qu'est-ce que le compte de résultat, qu'est-ce que le bilan. Euh, D'un autre côté, ça peut être aussi d'intégrer du visuel, donc des graphiques, des schémas, qui permettent là de faire, ben, l'assemblée générale ici, ça va être l'occasion de faire le point sur l'année écoulée, mais ici d'avoir une mise en perspective un peu plus longue et de regarder des comparaisons éventuellement sur les 2 dernières années, les 5 dernières années. Enfin voilà, de pouvoir regarder sur des points un petit peu clés de la structure, comment ça a pu évoluer dans le temps et bien sûr de compléter ça avec des commentaires. Là-dessus, le rapport de révision coopérative peut être vraiment une ressource très intéressante. Heu, c'est important de regarder ce qu'il y a comme, remarques, voire réserves à l'intérieur, mais on a aussi, sur la partie notamment, économique, on a aussi des analyses, heu, schématisées qui peuvent être très intéressantes à récupérer et à partager le jour, de l'assemblée générale. Hem, Toujours sur cette partie de rendre accessible l'information, 3 autres, pistes ou bonnes pratiques, voilà, qu'on a pu identifier. Il peut y avoir le fait d'informer de manière, ludique, par exemple par un quiz. Ici, moi, un exemple que j'ai pu voir, c'était, dans une, SCOP SA, qui était encore assez jeune dans son existence de SCOP et de société anonyme et où les associés n'avaient pas forcément bien en tête les rôles de chacun. Entre, les associés, les administrateurs, la présidence et la direction générale et du coup, il y a eu un quiz en séance, avec des typologies d'actions et chacun devait lever, son petit papier coloré pour dire: est-ce que c'est l'associé qui fait ça? Est-ce que c'est la présidence?» et cetera. Donc ça a permis de de faire monter le collectif en compétences de façon ludique le jour J. Un autre axe qu'on peut à voir aussi en fonction du contexte de votre coopérative, mais ça peut être d'organiser une pré-assemblée générale. Alors ça n'aura pas, tout le cadre, juridique, réglementaire d'une assemblée générale, donc là c'est plus une sorte de réunion d'associés, hem, qui va permettre, soit par exemple de faire une présentation des comptes approfondie en amont de l'assemblée générale, avec un temps vraiment, pédagogique et de questions-réponses, pour avoir une assemblée générale peut-être plus efficace le jour J. Ou ça peut être aussi quand on a des éléments un petit peu sensibles à faire voter le jour de l'assemblée générale. Typiquement, j'ai pu voir ça dans une coopérative d'activité et d'emploi, qui voulait faire évoluer sa contribution coopérative. Donc c'est globalement, le coût vis-à-vis de ces entrepreneurs associés et voilà, il y avait une évolution plutôt significative de cette contribution. Arrivé le jour de l'AG avec le vote directement, ça aurait été quand même assez compliqué. Donc il y a eu, un séminaire qui a été organisé au préalable pour expliquer, les enjeux, les réflexions qui avaient été menées et ça a permis après d'avoir une assemblée générale qui était plus dans de la validation. Ça peut être aussi, assez intéressant, dans des coopératives, potentiellement du côté des SIC, qui vont avoir, beaucoup d'associés et des natures d'associés assez différentes, qui vont pas toujours être là, au quotidien dans la coopérative et qui vont peut-être être un peu plus éloignés, voilà, de ce qui s'y passe au jour le jour. Donc, avoir cette mise à niveau au préalable peut être pertinent pour faciliter la prise de décision en assemblée générale et éviter les blocages. Enfin, un dernier axe ici qui nous semblait intéressant sur ce volet, de rendre accessible l'information, c'est, d'accompagner la montée en compétences des associés par la formation. Donc ici, ça peut être de la formation, en interne. Il y a des coopératives qui ont vraiment un parcours structuré du sociétariat. D'ailleurs, de mémoire, il y avait eu un midi de l'UR, là-dessus, donc n'hésitez pas,
n'hésitez pas à vous y reporter. Mais voilà, il y en a qui vont vraiment avoir ce parcours d'intégration. Je suis nouveau salarié, comment on me présente ce que c'est la SCOP, comment après on me présente le sociétariat, etc. Vous pouvez l'avoir en interne, mais on a aussi des ressources au niveau de l'union régionale avec un parcours de formation qu'on propose qui va vraiment de l'entrée dans la SCOP ou dans la SIC à l'entrée au sociétariat jusqu'à éventuellement devenir manager ou dirigeant de sa coopérative. C'est tout pour moi sur cette première partie vraiment euh, au-delà du cadre juridique. Et du coup, je laisse Sacha prendre la suite. Merci Lélia. Donc sur cette troisième partie, j'aimerais vous parler de cet enjeu hein, pour nos coopératives alors petit à petit, hein, et puis y avoir des étapes hein, forcément sur cet aspect-là, mais favoriser la participation des associés, parce que finalement une assemblée générale, notamment l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, on l'a vu, hein, c'est une assemblée générale où il y a beaucoup d'informations descendantes hein, liées au cadre légal à transmettre de la part de la coopérative vers ses associés. Pour autant, hein, l'idée est de peut-être dépasser ce cadre légal, parce que c'est aussi l'occasion, hein, lorsqu'on réunit ce collectif d'associés, bah, de leur permettre de questionner, de leur permettre de réagir, et pourquoi pas de se servir de ces temps pour générer aussi de nouvelles idées. Euh, donc, alors, c'est vrai que le cadre légal, pour identifier les écueils qu'on a pu observer, le cadre légal il a une influence finalement sur la manière dont se déroulent certaines assemblées générales, puisque le dirigeant, la dirigeante, par usage juridique, sont les personnes qui convoquent, déjà, ça c'est le cadre légal qui le veut, mais qui aussi préside l'Assemblée générale. Donc, parce que ce sont les personnes qui ont la vision d'ensemble sur le déroulé de l'Assemblée générale, puisqu'ils l'ont convoqué, ils soumettent aux associés un certain nombre de documents qu'ils ont eux-mêmes validés. Et donc, l'écueil de ça, c'est qu'on peut vite tomber dans une animation basée sur un monologue, en fait, hein, du dirigeant, de la dirigeante ou d'un administrateur. Et ça, a priori, bon, c'est quelque chose qu'il faut arriver petit à petit à dépasser. Aussi, peut-être que la quantité d'informations à transmettre et la complexité, la technicité des documents qui sont transmis aux associés et qui doivent être votés en assemblée générale, peut finalement laisser peu de place. En tout cas, on peut avoir ce réflexe de finalement laisser peu de place aux besoins de clarification, de réaction, et aux éventuels questionnements. Lélia l'a déjà évoqué, mais voilà, c'est un écueil qu'on a également identifié. Et puis peut-être aussi ne pas négliger le fait que les conditions matérielles dans lesquelles on va organiser notre assemblée générale, et notamment bah, la disposition de la salle, euh, peut avoir un impact assez fort sur la participation des personnes qui sont présentes. Du coup, je vous propose d'explorer quelques pistes de bonnes pratiques et de solutions, hein. On n'a pas la prétention de vous dire qu'on a toutes les solutions, mais en tout cas celles qu'on a pu identifier. Donc déjà, peut-être se dire que pour faire vivre un collectif, il faut apporter de la cohésion et a priori hein, l'anticipation et la préparation d'un temps collectif, ce sont des facteurs de réussite a priori d'un temps collectif réussi. Moi, j'ai régulièrement des dirigeants ou des dirigeantes de coopératives et qui, je le comprends totalement, hein, ont la tête dans le guidon, n'ont pas le temps de préparer l'assemblée générale et qui me disent bah, Sacha, je dois faire partir les convocations demain. Est-ce que tu peux regarder si c'est tout bon voilà. Bon, j'entends, hein, mais a priori, je pense qu'on doit se mettre dans une dynamique où petit à petit, on arrive à prendre le temps de préparer ces temps-là. L'AG, c'est un temps de vie d'un collectif et on doit, je pense, en tant que coopérative, se poser la question de comment on fait vivre
ce collectif, notamment au moment de l'AG, parce que là, c'est le moment, finalement, parfois, hein, pour certaines coopératives qui sont des coopératives de grande taille ou multisites ou avec des zones géographiques importantes, c'est des moments privilégiés, le fait de pouvoir réunir les associés. Donc voilà. Je pense que un des points aussi de progression des coopératives et des bonnes pratiques, c'est le fait de donner une couleur à une assemblée générale, de donner une intention, de choisir potentiellement une thématique liée à une assemblée générale. Année après année, on pourrait essayer de définir voilà, des thématiques, le partage de la valeur, le renouvellement du sociétariat, le développement des activités, l'organisation du travail. Voilà, ça c'est peut-être à adapter à votre contexte, mais donner une couleur à l'AG nous paraît être quelque chose d'important. Bon, on l'a dit, transmettre les comptes, les rapports et les documents d'analyse en amont, c'est à la fois une contrainte juridique, mais c'est aussi un moyen pour les personnes de pouvoir en prendre connaissance en amont et du coup de pouvoir questionner le jour J. Et puis, dans un enjeu de préparation et d'anticipation, bah, c'est de bien clarifier les modalités de participation. Alors, pourquoi pas, la plupart du temps, une assemblée générale de coopérative, c'est en présentiel, mais pourquoi pas imaginer aussi des formats visio, hybrides, pour notamment des pré-AG qui permettent d'aller explorer les comptes, par exemple. Et donc aussi, il y a un point qui paraît important dans un enjeu de clarification pour les associés, et notamment pour les salariés associés, c'est de bien définir hein, les modalités de participation, et notamment si on est sur du temps de travail, sur du temps associé, est-ce qu'on est sur un mélange de ces deux formats? C'est vrai que c'est quelque chose qui est parfois intégré dans la culture d'une coopérative, mais pas forcément réévoqué chaque année. Et c'est dans quelle mesure on intègre aussi nos nouveaux en leur partageant ce cadre commun. Euh, et dernier point, peut-être sur les conditions de transport et les conditions logistiques. C'est vrai que notamment, je pense aux coopératives d'intérêt collectif ou aux coopératives d'activités et d'entrepreneurs qui réunissent des personnes qui sont assez éloignées. Bah, c'est vrai que le choix de la date et l'anticipation de la date et le fait de faciliter les modalités de transport peut avoir un vrai impact sur la participation des associés le jour J. Leur présence en tout cas. Sur le point suivant, j'aimerais vous partager le fait que, bah, effectivement, une assemblée générale, c'est un temps collectif bah, pour se sentir concerné et potentiellement acteur hein, du coup d'un temps collectif, bah, les participants à un temps collectif ont besoin de comprendre hein, finalement le cadre dans lequel ce temps s'inscrit. Et donc, a priori, hein, le fait de poser un cadre qui soit clair est un indispensable à un temps collectif réussi et donc qui favorise la participation des associés lors d'une assemblée générale. Donc là-dessus, on va pas vous allez pas potentiellement pour certains découvrir de grandes choses, mais en tout cas, le fait déjà d'annoncer un déroulé et des timings associés, ça donne de la visibilité aux participants et ça peut leur permettre de se sentir à l'aise sur un temps et de se sentir en confiance sur ce temps-là. Fixer des règles de fonctionnement aussi, hein, ça paraît anodin, mais le fait de rappeler en début de séance d'Assemblée générale, du fait que bah voilà, il faut privilégier l'équilibre des temps de parole, le fait de rappeler aussi qu'il n'y a pas de mauvaises questions, parce qu'on voilà, notamment je pense aux nouveaux associés qui découvrent la technicité d'une Assemblée générale, ils peuvent s'auto-censurer sur le fait de poser certaines questions. Là-dessus, je pense que c'est de la responsabilité aussi des personnes qui sont en charge de l'animation de rappeler qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Dans un rôle dans un objectif de responsabilisation aussi, je pense qu'il est nécessaire d'attribuer des rôles et pour donner aussi, pour rendre acteurs les associés, ben,
pourquoi pas attribuer des rôles à différents associés. Alors, il peut y avoir effectivement, euh, en dehors de la personne qui est le dirigeant ou la dirigeante, une personne qui est nommée facilitateur ou facilitatrice de l'Assemblée générale, un gardien ou une gardienne du temps. On a déjà vu aussi dans des assemblées générales un rôle de naïf ou de naïve, donc une personne qui est là pour questionner, justement, pour venir poser des questions en se positionnant en tant que personne, notamment sur des aspects, quand il y a des mots trop techniques, pour venir les questionner et pour jouer ce rôle-là à la place peut-être d'autres personnes qui auraient plus de mal pour prendre la parole. Sur peut-être les impondérables aussi d'un temps de vie d'un collectif, d'un temps collectif, je dirais que les temps d'inclusion et de déclusion nous paraissent indispensables. C'est vrai que moi, j'anime régulièrement je facilite régulièrement des temps collectifs. Et au début, hein, au début de ma pratique, j'avais tendance à négliger ces temps d'inclusion et de déclusion. Je pense que c'est assez nécessaire de prendre le temps. Alors, il faut que ça soit adapté au format, mais de prendre le temps, notamment dans les grands groupes, de permettre aux gens de se connaître et de se reconnaître à travers des temps d'inclusion qui favorisent à terme la participation des associés. Et donc, dernier point là-dessus, sur ce volet-là, sur le fait de poser un cadre, c'est que le cadre aussi logistique et notamment la disposition de l'espace a un vrai impact, hein, comme je le disais dans nos écueils. L'effet salle de classe est plutôt à proscrire et a priori, c'est vrai qu'on identifie dans les AG le fait de fonctionner plutôt sur des cercles de parole a tendance à favoriser la participation des associés. Dernier point sur ce volet-là, la participation des associés. Notamment dans les grands groupes, hein, on peut avoir, enfin, en tout cas, c'est parfois, on va dire, une bonne pratique d'utiliser des outils spécifiques pour recenser les questions et les réactions, notamment dans les grands collectifs, parce que sinon on peut se retrouver avec un effet euh, que je dirais vulgairement un effet grande gueule où les personnes qui sont les plus à l'aise pour parler vont poser les questions et on pourrait se couper de certaines questions, réactions pertinentes et donc des outils, alors je ne vais pas les détailler, mais, comme Mentimeter, Kahoot, Bcast ou Balotilo vont permettre à la fois de recenser des questions, mais aussi d'animer des temps interactifs avec les associés. De manière assez générale aussi, sans rentrer dans le détail des outils qui sont indiqués, je pense que les coopératives, les SCOP et les SIC, hein, et elles les utilisent régulièrement, ont recours à Alors j'ai un petit écho, Nicolas, je ne sais pas s'il y a un micro Oui, qui... non, Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. désolé. Les outils d'éducation populaire sont des vrais atouts, je pense, pour les coopératives, pour favoriser la participation des associés. Alors que ce soit pour générer des idées, hein, mais aussi partager des représentations, partager aussi l'histoire, hein, des coopératives, ou aussi voilà, générer de nouvelles idées, générer des réactions à des thématiques importantes. Peut-être un mini focus sur l'arpentage. C'est vrai que j'ai expérimenté ça assez récemment pour découvrir des documents complexes et techniques. L'arpentage, donc qui est une technique de lecture collective, et j'en dirai pas plus, mais peut être un vrai outil d'éducation populaire au service de la participation des associés. Et donc, dernier point, hein, mais Lélia en a déjà parlé, le fait d'animer une AG à plusieurs voix paraît assez essentiel, hein, notamment en laissant la parole à des groupes de travail qui auraient travaillé au cours de l'année, ou alors, si c'est pertinent pour vous dans votre structure, de permettre aux différents services de présenter leur bilan. Euh, Paraît être une bonne pratique qu'on a identifiée pour laisser de la place aux différents associés. Je te laisse la main, Lélia, pour la dernière partie.
Merci Sacha. Donc là, jusqu'à présent, on a pu voir un petit peu les éléments sur, le respect du cadre, sur le fait d'assurer la mise à disposition, la transmission de l'information, de rendre la participation, enfin, de renforcer la participation, des associés. Là, on propose aussi d'aller finalement un cran encore plus loin. On se dit que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez, peut-être améliorer, votre fonctionnement en assemblée générale, piocher des bonnes idées complémentaires pour ne pas simplement, dire vous contenter du respect du cadre légal. C'est pas grave en soi parce qu'en tout cas juridiquement c'est valable, mais c'est de faire de ce moment-là, du moment de l'assemblée générale, un moment de vie coopérative. Voilà, donc vraiment de dépasser le cadre statutaire et d'en faire un moment fort de vie coopérative. Sur cet aspect-là, on n'a pas forcément, identifié d'écueil parce que, comme on le dit, c'est l'idée d'aller finalement un cran plus loin. Donc il y a pas forcément d'écueil en soi, c'est plus des bonnes pratiques si vous voulez vraiment que ce soit, un temps fort dans votre coopérative et pas simplement de cocher la case du respect légal et statutaire. Ce qu'on a pu identifier ici comme bonne pratique, c'est notamment le fait d'assurer, une mise à niveau, collective. Donc ça peut passer par une fresque collective où par exemple, chaque associé va être amené à positionner selon lui quels étaient les temps forts de l'année, que ce soit des points positifs ou des événements peut-être un peu plus négatifs. En tout cas de marquer ce qui a constitué les moments clés de l'année de la coopérative. Ça fait écho à ce qu'a présenté Sacha sur l'idée de bilan à plusieurs voies, mais on peut en profiter pour partager des avancées de groupes de travail, de chantiers internes. Et ça, c'est des enjeux qui peuvent être d'autant plus forts selon que la structure soit par exemple sur du multisite. Hein, plus il va y avoir enfin, moins finalement il va y avoir de proximité au quotidien, du multisite, un éloignement géographique ou potentiellement parce qu'on est, une SIC et qu'on a des natures d'associés, différentes, on va avoir des personnes qui n'auront pas le même niveau d'information. Donc là, ça permet vraiment d'assurer qu'on a, une mise à niveau, collective le jour J et qu'on peut, éviter le décrochage et vraiment, travailler sur la suite de façon, plus sereine, sur un pied d'égalité. Ça peut être aussi l'occasion finalement de préparer l'avenir. Très bien, en assemblée générale, on parle quand même beaucoup du passé. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Heu, on a jusqu'à 6 mois après la clôture pour tenir notre assemblée générale, donc souvent on fait aussi le point sur les événements qui se sont déroulés depuis le début de la nouvelle année. Mais voilà, on fait un point sur un an en arrière, sur peut-être les 6 mois qui viennent de commencer du nouvel exercice, mais on peut aussi finalement se projeter du côté du futur et travailler là-dessus. Dire que finalement, on a une occasion, on est tous rassemblés, pourquoi on ne travaillerait pas sur la construction de notre futur? Donc souvent, on voit quand même des collectifs qui vont organiser, après l'axe plus juridique, ils vont organiser des ateliers sur les sujets clés de la coopérative. Donc, quelques exemples ici, ça peut être de travailler collectivement sur l'orientation à 3 ans ou à 5 ans de la coopérative. Typiquement, combien on veut être, sur quel secteur, quelle zone géographique. Ça peut être ce type de questionnement. Ça peut être sur le modèle de gouvernance. Là-dessus, moi, j'ai pu voir, si on est en SARL, est-ce que c'est pertinent de passer en société anonyme ou en société par action simplifiée? Si on est en société anonyme, ça peut être de réfléchir sur, est-ce qu'on rassemble les fonctions de présidence et direction générale? Donc dans ce cas-là, on a une personne unique, PDG, ou est-ce qu'on les scinde et pourquoi? Heu, aussi, réfléchir sur la place de l'associé. Est-ce qu'on a dans notre coopérative une charte de l'associé qui définit finalement quels sont, les droits, les devoirs, hem, voilà, les droits, les devoirs, d'un associé et ça, c'est vraiment quelque chose à construire, ensemble. Enfin sur cet axe-là, 3 points qu'on a pu identifier, dans cette idée qui était évoquée sur, la partie sur, de rendre accessible l'information, il y avait cette idée d'avoir un parcours de formation. Là, finalement, on peut faire de l'AG une étape clé du parcours de l'associé.
toujours dans cette étape de parcours d'intégration, on peut, par exemple, inviter soit des candidats au sociétariat en tant qu'observateurs, pour qu'ils voient ce que ça fait de participer à une AG avant d'être vraiment votant l'année suivante, ou même des personnes qui ne sont pas encore à cette étape de candidature, mais simplement pour qu'elles se rendent compte justement, est-ce que dans leur parcours, elles vont avoir envie de candidater au sociétariat? Si elles ne se rendent pas compte aussi de à quoi ressemblent ces moments de la vie coopérative, ça peut être difficile de se projeter. D'un autre côté, ça peut être l'occasion, l'assemblée générale, de célébrer les entrées, mais aussi les départs d'associés. De la même façon qu'on peut le faire sur du salariat, on va célébrer les entrées, on va célébrer les sorties de salariés qui ont contribué au développement de la coopérative. Voilà, l'idée, c'est d'en faire de même, de se dire que toujours dans cette étape enfin, dans cette idée de parcours, on entre dans le sociétariat, on peut être amené à en partir pour diverses raisons à un moment donné. Ben, on va aussi célébrer tout ça. D'un point de vue après plus, global, du point de vue de la coopérative, c'est l'idée, enfin c'est l'occasion aussi à l'assemblée générale de venir mettre en avant les réussites, s'il y en a, de montrer qu'il y a eu un engagement du collectif sur l'année écoulée et dans cette idée de cohésion, c'est toujours plutôt, fédérateur de clôturer l'AG par un moment convivial. Alors là, sur la forme, on peut trouver un petit peu de tout, donc on va pas forcément, vous guider là-dessus. Mais en tout cas, voilà, heu, c'est l'occasion, on se rassemble, on n'est pas forcément toujours ensemble au quotidien, de par notre travail, de par notre typologie d'associés. Donc là, c'est l'occasion, on se retrouve, on partage sur les réussites qu'il y a pu avoir, au sein de la coopérative pendant l'année et on clôture ça par un moment convivial, qui va renforcer le lien entre les associés. Et tant qu'à faire, plutôt sur, le post-assemblée générale, on clôture l'AG, on pourra après se questionner sur finalement quels sont les axes d'amélioration de notre assemblée générale pour faire encore mieux l'année suivante. De se dire de pas forcément se reposer, sur ses acquis, mais de se dire que, bah, dans une logique d'amélioration continue, on a peut-être, possibilité de mettre la barre, un cran plus haut l'année suivante. Sacha, je te laisse, pour la conclusion. Merci Elia. Et ben effectivement, nous on arrive au bout du contenu qu'on voulait vous transmettre, hein. Forcément, loin d'être exhaustif et de toute façon, ça aurait été de par la diversité aussi des cultures des coopératives, hein, qu'elles soient Scope, SIC, mais dépendantes aussi de leur secteur d'activité, de leur ancienneté, du niveau de maturité des collectifs, hein. C'est assez difficile, hein, de faire une, une présentation exhaustive. Donc, bon, voilà, on n'a pas de solution miracle, de recette toute faite à vous présenter, mais voilà, plutôt des propositions pour mettre en perspective ce temps-là, qu'il faudra forcément ajuster aussi aux moyens, hein, de la coopérative et à adapter, comme c'est écrit, à votre contexte global. Euh, Là-dessus, je pense que l'idée, alors je sais plus si, oui, pardon, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit que déjà, il y avait un- un- une ressource à consulter, c'est l'Observatoire des pratiques coopératives. Alors, il est accessible avec vos identifiants extranet. Vous irez voir, sinon vous, vous demanderez à votre délégué comment y accéder. Mais c'est un outil qui a été construit il y a quelques années maintenant et qui fait l'objet, en fait, c'est un outil qui recense des fiches d'inspiration issues de pratiques coopératives rédigé par des délégués de l'URSSCOP en partenariat avec des coopératives. Et donc, n'hésitez pas à aller consulter cet observatoire. De manière générale aussi, dans le cadre de la préparation de votre assemblée générale, n'hésitez pas à en discuter avec votre délégué référent. Voilà, c'est vrai que dans
optique de préparation, d'anticipation, n'hésitez pas à en parler avec nous et potentiellement à nous solliciter parce qu'on peut jouer un rôle aussi dans ce qu'on vous a présenté, notamment dans des enjeux de vulgarisation de certains documents. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Et je pense que là-dessus, avant de vous laisser un petit temps de parole, l'idée c'était de se dire que je pense qu'a priori, à terme, il serait intéressant de reprendre ce sujet-là, de l'animation du nager, à travers un atelier d'échange de pratiques qui pourrait avoir lieu prochainement. Alors, Nicolas, euh, on en rediscutera avec Nicolas de la date, du lieu et du format, mais en tout cas, un atelier d'échange de pratiques nous paraît être un bon complément, puisque il nous semble intéressant que vous puissiez échanger entre vous aussi sur ces enjeux-là. Voilà, Nicolas, nous on a terminé et on s'était dit que peut-être on irait voir un peu ce qu'avait donné ce Mentimeter avant, avant de laisser la parole. Oui, merci beaucoup Sacha, merci à tous les deux pour cette présentation marathon avec beaucoup d'informations. On arrive effectivement à la fin de la capsule vidéo du replay. On a vu ensemble les éléments propres au cadre légal et statutaire, relatifs à la participation des associés ou de comment faire de l'AG un moment de vie coopérative, vie sociale, vie associée. Si vous visionnez pardon, le replay, on se retrouve dès février pour parler des scopes dans leur pluralité, dans leur diversité, et vous aider à identifier quel type de scope vous êtes, avec un professeur d'économie en sciences économiques qui travaille de longue date sur le sujet. Et pour ce qui est des événements incontournables du moment, c'est tous les 4 ans. On vous invite, si vous pouvez, dégager du temps, à participer au Congrès national qui est fin mars à Toulouse. Pour le reste, je vous dis à très bientôt sur un prochain webinaire et n'hésitez pas à solliciter vos délégués sur ce type de questions bien en amont. À très bientôt.